Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna, très content de te voir. Pareillement, je te trouve très coloré aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Écoute, je suis tellement énervé, j'ai découvert qu'on avait plus de 1600 vrais abonnés sur YouTube, sans sollicitation particulière, sans petites vignettes racoleuses, sans thème vous ne devinerez jamais ce qu'on va faire dans... Ça m'énerve. 1600 personnes qui nous suivent sur YouTube, merci beaucoup des commentaires, du feedback, et j'ai décidé que c'était le temps de retaper notre image en vidéo. Et je suis agréablement surpris de ce que je vais vous présenter dans ma chronique de gadgets. C'est une lumière de remplissage, une fill light. Et là, ceux qui se disent, qu'est-ce qu'on voit, ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est quoi le tube derrière? C'est ce dont je parle dans quelques minutes. J'en ai un deuxième, c'est comme une épée de lumière, mais qui va ajouter une dimension, une profondeur. Puis je la teste un petit peu en même temps, les couleurs changent derrière, c'est très dynamique. J'ai l'impression d'être dans une discothèque au ralenti. Il va falloir que tu fasses le test d'une caméra qui n'ajuste pas la couleur la chaleur des blancs à mesure, parce que des fois t'es rouge, des fois t'es vert à cause du derrière. Exactement. Il faudrait que je bloque la balance des blancs. J'ajuste l'intensité évidemment aussi, mais je trouve que ça donne un résultat intéressant. Ceux qui peut-être l'occasion de nous suivre et de vous abonner sur YouTube, n'hésitez pas. Ouais. Je sais que les YouTubers le répètent, vous font sentir coupable si vous le faites pas. On comprend que vous avez d'autres choses à faire, mais nous, ça nous encourage, ça nous fait plaisir. Et qui sait, un jour, on va peut-être récolter des millions de dollars et briser les affaires sur Internet juste parce que c'est très tendance de le faire. Écoute, on a des grosses nouvelles aujourd'hui. La 27e m'a fait tomber en bas de ma chaise, donc restez avec nous parce que les 26 premières sont correctes. Mais la 27e, dans 45 minutes, il faut avoir écouté tout le show pour la comprendre. Elle est excellente. C'est assez racoleur, ça. On salue nos commanditaires pour cette saison. Littéralement, nous sommes le printemps, croyez-le ou non. TELUS et Plan Hub. Salut et merci d'être avec nous, de nous supporter. J'en profite pour dire, parce que vous le voyez en arrière-plan, si vous regardez la vidéo et que je l'ai dans les mains, j'ai sorti un livre la semaine dernière qui s'appelle « Payez moins pour votre télé, vos films et votre musique », livre qui s'est écoulé tellement rapidement qu'on commence à parler d'une réimpression, donc ça roule ma poule. Je serai, si vous nous écoutez en ce jeudi 10 ou vendredi 11 avril au Salon du Livre de Québec, vendredi après-midi pour dire bonjour aux gens qui veulent bien venir me jaser de ces choses-là ou d'autres choses. On peut parler de char aussi. Je fais la balado, ça tient la route juste à côté, je pense, ou en diagonale dans la liste des sites web, des balados du groupe Cogeco. Je peux parler de n'importe quoi. On peut parler de la météo si vous voulez parce qu'elle est vraiment très changeante. Mais bref, allez voir Alain en passant. À Québec. Payez moins, c'est d'ailleurs écrit en haut de moi là, sur mon arrière-plan si vous nous regardez encore une fois et je continue de vous le dire. C'est important de payer moins. Gros épisode, grosse balado, on va parler de plein de trucs cette semaine. Encore la Nintendo Switch 2 qui continue en fait de... Écoute, c'est pas une débâcle, c'est pas une déconfiture, mais c'est certainement des nouvelles que Nintendo n'aurait pas voulu avoir à annoncer dans ces derniers jours. C'est quelque chose qui a brisé le cœur des enfants. Je l'ai vécu, là, la déception, la tristesse. Mm-hmm. On va parler des fameux starter packs sur ChatGPT, tout ce que vous voulez savoir et plus, parce qu'il y a quelque chose à dire. Les stocks d'iPhone qu'Apple met de côté pour éviter les tarifs parce que ça va leur coûter cher. De la fin de l'humanité. Oui, ça s'en vient. Il y a des gens qui vont être d'accord, ils vont être heureux, mais globalement, on le souhaite pas. Et d'un Pixel 9A plutôt abordable qui m'a bien fait sourciller. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et allons-y avec le mème de la semaine, Pascal, pour lancer nos espressos de tech. Ben oui. C'est un starter pack de ChatGPT dont tout le monde parle et que tout le monde essaie. Vous savez, c'est quand même toute qu'une tendance, là. Si vous n'avez pas vu ça passer, clairement, vous n'avez pas été sur Internet dans les derniers jours. C'est cette génération d'images. En fait, c'est DALL-E 3 qui est intégré à ChatGPT maintenant, à qui on peut demander de créer comme une boîte dans laquelle se trouve une figurine de nous-mêmes, peu importe qui vous êtes. J'en ai fait une pour rigoler d'Ivan Davidov qui s'en vient là, du Canadien de Montréal, le joueur de hockey. Il suffit de donner à l'IA, c'est très, très léger, banal et sans conséquence. Il suffit de lui donner 3 éléments qui nous distinguent, qui nous définissent, de lui expliquer comment on se voit, comment on se personnifie, de lui donner des photos de nous-mêmes, des choses très publiques et tout à fait correctes à donner à une IA dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait avec. Et elle produit en quelques instants cette image créée de nulle part, d'une espèce de figurine dans une boîte avec des petits articles à côté qui vous définissent vos 3 trucs préférés. Et si ces 3 trucs préférés sont votre première école à l'enfance, votre première voiture et le nom de votre première blonde, ben vous venez de donner les 3 réponses de sécurité à votre compte bancaire à tout le monde sur la planète.
Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. C'est très ludique, ces trucs. Bien sûr, je me rends compte que je suis très grognon parce que c'est souvent, on oublie souvent. Je regardais je finis mon éditorial là-dessus dans une seconde parce que je cherchais un peu d'où vient cette tendance-là, de l'origine de la chose. Et ce que je trouvais sur les sites spécialisés en techno qui parlaient de ce phénomène-là, tout ce qu'ils faisaient, ces sites-là, c'est voici comment faire votre propre starter pack, les donner l'espèce de code pour le faire. Puis je suis comme, maintenant qu'on n'a plus de grands médias qui s'intéressent à la techno, on ne fait qu'avoir des médias de suiveux, puis il n'y a plus de sens critique. C'est quoi l'idée? On dit, ChatGPT, c'est magique. Ben, tout d'un coup, on est comme, on a oublié de garder une certaine gêne par rapport à ça. Parce que même si c'est pas celui-là, ce sera le prochain qui va récupérer vos données, puis qui va peut-être... D'ailleurs, je regardais parce que je googlais encore plus tantôt, et il y a des faux sites d'attrape qui vous demandent vos informations et qui ne vont pas vous mener vers ChatGPT. Donc, il y a déjà une couche d'arnaque autour de ce même-là. Donc, si vous trouvez ça rigolo, au moins, soyez prudents, mettez des gants, prenez des photos qui sont déjà en ligne, ne donnez pas d'informations confidentielles trop vraies. Je vais dire ça comme ça. Tout ce qui est challenge et trend il faudrait toujours qu'on soulève quand il y a challenge dessus, puis ça implique de bouffer des médicaments, des trucs comme ça, puis on doit mettre en garde les gens sur quelque chose qui est la base même, la tendance que j'ai sentie dernièrement, c'est les activités low energy. Tu sais, les influenceurs et les influenceuses là, qui passent leur journée au spa puis à se faire les ongles, tout ça, là, sont bien fatigués à la fin de la journée. Fait que là, il faut faire une tendance d'activités comme lire, se faire les ongles, écouter de la musique. Pendant qu'on fait ça, je et là, tu te filmes en faisant ça, puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font de si fatigant dans leur vie, ces gens-là, pour avoir besoin, puis la tendance de prendre une douche d'1 heure et demie pour enlever tous ces stress puis ces traumas de sa journée? Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas cette Ben oui, puis aussi un formidable mon nombril, tout me dérange, tout me perturbe. Pendant ce temps-là, ben il y a des vraies choses qui se passent dans la société. Dans notre temps, Alain, il faisait moins 20, puis on allait jouer dehors. Puis on mangeait des roches. Mon garçon dit ça. On mangeait des roches, on perdait des extrémités, mais on est encore là pour se plaindre de la jeune génération et qu'on est rendu vieux. Sérieux, c'est fou. Parlant de jeunes, je connais un jeune que je ne nommerai pas, je l'ai assez nommé dans le podcast, là, mais écoute, il a appris que la date... Lui, là, il allait pas manger là, jusqu'au 5 juin pour la réception de la Switch 2. La précommande devait être le 9 avril, on en a parlé la semaine dernière. Ça a été reporté en raison des calendriers de livraison des États-Unis qui fluctuent de minute en minute en raison des tarifs droits de douane de Trump. Complètement ridicules et fantasques de Trump qui changent comme une girouette d'opinion d'une seconde à l'autre. Ça a été aussi repoussé en Chine. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne de ce côté-là. La date de lancement serait toujours le 5 juin. Bien hâte de voir. Il y a des enfants qui pleurent. Ça va leur donner plus de sous à accumuler, parce que c'est quand même cher, Nintendo. Il me semble que j'ai acheté des bébelles à 50$. C'est ça. Ouais. Là, t'as pas le jeu. Les jeux vont être plus chers aussi. Tu vas acheter le kit de départ. Par le starter pack, tu vas acheter la Switch 2 avec le Donkey Kong machin en combo, tu vas acheter la caméra, $40 de plus, tu vas acheter l'étui de transport, écoute, la commande a presque $1000. C'est facilement à $1000 avec 3 jeux et une caméra et pouf, effectivement, ça monte vite. C'est flayé. On a plus de temps pour y penser, parce que le précommande, on espérait surfer sur le buzz du moment. Là, clairement, il n'y en aura pas de buzz parce que tout a été coupé jusqu'au 5 juin au moins. Oui. Quoi qu'on dit, c'est drôle parce que c'était pas retiré du Canada jusqu'à la veille, jusqu'au 8 avril. Et là, le 8 avril le matin, j'ai reçu dans mon inbox, toi aussi probablement, Pascal, ce message de Nintendo Canada qui dit « Non, il n'y en a plus ». Il y en a plus. Okay. Et ce qui semble, c'est qu'il y a déjà des stocks de Switch 2 aux États-Unis qui ont déjà été envoyés en catastrophe justement pour éviter. Même chose pour l'iPhone. Des iPhones auraient été envoyés par avion. On voulait peut-être en parler un peu plus tard, mais j'en parle tout de suite. Tant pis, je suis fou comme ça. Mais 3 avions cargo de iPhone auraient été envoyés en catastrophe pour prévenir les tarifs, avoir un inventaire plus long, si jamais le prix change, ne pas avoir à refléter ce tarif injuste aux consommateurs d'Apple. Ce que tout ça envoie comme signal, c'est que les tarifs, les droits de douane de Trump
Tout le monde pense que c'est temporaire et que c'est juste une lubie qui va disparaître bientôt. Tout le monde se prépare pour à peu près 3 mois de stock et d'inventaire. On verra bien si tout le monde a vu juste, est-ce que c'est juste du bluff. Et de toute façon, il les adopte, il les enlève, il les remet, il les enlève. Allez savoir. Peut-être que ne pas consommer pendant quelques mois ferait... C'est ça. Respirez plus pendant quelques mois, ça va bien se passer. Un truc que j'ai lu qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il disait que, évidemment, il pourrait y avoir des hausses de prix du iPhone, ce qui ferait baisser les ventes et compagnie. Mais, à la parenthèse, que les prix du iPhone sont généralement considérés comme inélastiques. Et ça, c'est un concept qui m'a ramené à mon économie du secondaire, qui m'avait bien impressionné, qu'il y a des trucs que, peu importe le prix, tu vas l'acheter pareil. Les biens essentiels comme de l'air ou de l'eau, des choses comme ça. Et là, tu inclus le iPhone là-dedans. Et là, je me dis, on est rendu dans une société quand même qui a des problèmes de first world problem, des problèmes de civilisation. La solution à tous nos problèmes de ces jours-ci, et c'est pas seulement là, c'est depuis même avec la pandémie, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les crises majeures à consommer? Garochez-vous au magasin. Depuis quand c'est ça la solution? Moi, je comprends pas. On va virer dans une balado économique un peu grano, là, mais à la pandémie... Allez acheter du papier de toilette en quantité phénoménale. Allez acheter de l'eau. C'est impossible d'acheter un iPhone. Ça va enlever votre stress. Voilà. On est grognon aujourd'hui. On est grognon. Ça va être l'épisode grognon. Le truc que je réfléchis souvent, c'est que ce qui, je crois, tue la planète, c'est le confort. Le confort de laisser tourner son moteur parce que je veux pas avoir froid. Le confort de laisser tourner, de pas marcher, le confort de rester à la maison puis monter le chauffage plutôt que de mettre une petite clim, le confort de commander quelque chose de Chine plutôt que de le préparer chez soi. Le confort, quand on y pense, c'est souvent la base de ce qui fait qu'on va consommer davantage. On va acheter des trucs qu'on n'a pas besoin parce qu'on va être confortable au niveau de la mode. On change de sujet. On fera une balado écolo. Écoute, j'en parle aussi dans ma balado d'auto, comment on achète des Land Rover faits pour gravir des volcans juste parce qu'on veut le siège de cuir. C'est comme aucun sens logique. Effectivement. Mais c'est peut-être de courte durée. Et là, je vais flipper 2 de mes nouvelles que je vais fusionner en une, Pascal. Oui, vas-y. Prépare-toi bien. Un des problèmes avec le Starter Pack de ChatGPT, et on n'en parlera jamais parce que c'est difficile à chiffrer, c'est le côté pollution de la chose. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont soulevé. Il y a comme chaque image générée par DALL-E produit X quantité de CO2 émise dans l'atmosphère, bien sûr. Et là, Greenpeace, justement, pas en lien avec ce même-là, mais de façon générale, vient de quantifier les émissions polluantes de l'intelligence artificielle, incluant l'IA générative. Et en 2024, par rapport à 2023, la pollution générée par l'IA et son utilisation par le grand public a bondi de 357%. Donc, à peu près 3 fois et demi plus que ce qu'elle était en 2023. Et ça cadre avec la hausse de popularité des outils d'IA générative, dont ChatGPT, les outils d'OpenAI, Gemini chez Google, Copilot chez Microsoft, Claude chez Anthropic, toute la gang, en fait. Vous pouvez tous les regrouper dans ce dossier-là. Et que Greenpeace calcule qu'au même moment, la consommation d'électricité dans le monde a augmenté une petite affaire en moins, 350%. Donc, il y a un décalage de quelques pourcentages. Et ce que Greenpeace conclut, c'est qu'il y a une partie de l'intelligence artificielle générative qui marche au gaz, littéralement, qui consomme de l'énergie produite par des carburants fossiles. Donc, oui, une intelligence artificielle turbo V6, apparemment, ça existe. Donc, si vous utilisez ces outils-là pour rigoler, c'est ça. Vous provoquez une émission polluante massive et vous faites partie de ces statistiques qui, clairement, posent problème parce qu'on la voit pas. Hein, les serveurs sont loin, tout ça. Et même ici au Québec, si les serveurs sont alimentés par l'énergie hydroélectrique, quand on consomme beaucoup d'énergie, Hydro-Québec va chercher de l'énergie en Ontario, qui est nucléaire et fossile, et à New York, qui est la même chose. Donc, dans les marchés de proximité où c'est négocié. Et c'est ça qui arrive, on pollue quand même. Donc, on n'est pas personne à l'abri de ça. Donc là, l'IA nous embarque dans des mèmes weird, pollue beaucoup, et elle va nous éliminer d'ici 2030. Ça, c'est mon autre nouvelle. C'est vraiment une belle semaine. Quel lien terrifiant! Hein? Ça va nous éliminer, rien de moins. Terminator, c'était prémonitoire. Écoute, l'humanité est disons, menacée. C'est ce que DeepMind dit. DeepMind, c'est pas des PhD, c'est des chercheurs de très haut calibre qui sont basés en Angleterre, qui
qui font partie du grand groupe qui est Alphabet, la maison mère de Google. Ils ont publié il y a quelques jours un document qui établit 4 barèmes à suivre absolument si on ne veut pas que l'intelligence artificielle généraliste, le AGI, là, cette fameuse super IA qui sait tout, qui peut tout faire à notre place et qui devient notre espèce de super cerveau global et connecté, pour pas qu'elle parte en dérape et qu'elle ne finisse pas par menacer concrètement l'humanité. DeepMind, un petit peu plus loin, elle dit ça s'en vient d'ici 5 ans. Donc, d'ici 2030, ça se peut qu'on ait une première intelligence artificielle généraliste. OpenAI dit la même chose d'ailleurs. Ils sont très pressés d'en mettre une en ligne. Ouais. Donc, une IA omnisciente qui serait capable de trouver des solutions à plusieurs problèmes. Et on imagine que plusieurs problèmes sont nos comportements. Donc, l'IA suggérerait probablement de cesser certains comportements qu'on fait et pourrait le suggérer de façon un peu plus costaude et robuste qu'on voudrait. Donc, ça pourrait mener à certaines situations malcommodes. Le rapport fait 145 pages. Donc, il y a c'est assez costaud. Et pour éviter ces graves dommages à l'humanité, évidemment, on suggère le cadre que vous pouvez imaginer là, d'utilisation, mais aussi de développement de l'IA pour lui éviter d'aller dans des zones de création pas dire d'intelligence, mais de réflexion, disons, qui pourrait porter atteinte à ce que nous, on veut faire comme race, comme groupe social pour améliorer notre sort. C'est un peu weird qu'on développe l'IA et qu'on parle de ça comme d'une menace à venir pour nous-mêmes, mais bon. Alors qu'on est les pires, nous sommes nos pires ennemis dans ce cas-là. Pour ce qui est des prédictions de 5 ans avant l'intelligence artificielle générale, je rappelle quelque chose comme, par exemple, l'auto autonome, comme l'auto qui vole, comme... L'informatique quantique. L'informatique quantique. Qui est imminente depuis 25 ans. Ouais. Comme la fusion nucléaire, toutes sortes de trucs comme ça qui étaient pour 5 ans. Écoute, la bonne nouvelle, par exemple, j'ai pas beaucoup de notes là-dessus, mais j'ai été surpris de voir que la compagnie qui recrée les espèces éteintes a réussi à refaire quelque chose qui ressemblerait à une espèce de loup disparu. Et ça, je suis assez terrifié parce que c'est à la fois fantastique qui avance vraiment. Il y a beaucoup de compagnies qui a des milliards de dollars d'investis. Ça mène à rien. Dans ce cas-ci, ils sont arrivés à quelque chose de simple. Ils ont d'abord créé des souris plus poilues dans le but de transformer des souris en trucs comme des éléphants mammouths. Ils veulent faire revivre le mammouth. Et là, de prendre des loups et recréer une espèce qui ressemble probablement à un loup qui est disparu depuis des milliers d'années. Je me dis, le loup sombre, le loup lugubre, c'est quelque chose c'est un nom en plus. Oui, c'est un loup un peu plus costaud, un peu plus... alors, j'ai très hâte de voir que cette compagnie-là, puis encore une fois, le futur avance de façon, souvent avec le recul, ça va embarquer, puis ça va... Ça, demain matin, tout le monde va avoir des autos volantes, ça prend 200 ans, mais des choses pour lesquelles on ne s'attend pas, par exemple, d'avoir le courrier électronique. En quelques années, tout le monde avait du courrier électronique. Personne ne l'avait prévu. On avait encore des téléphones où on se parlait dans des trucs de science-fiction. On avait des autos volantes, mais pas de communication par courriel. Fait que, il peut y avoir des transitions très, très rapides dans toutes sortes de domaines qu'on ne s'attend pas. C'est ça qui rend le futur imprévisible et excitant quelque part. Mais il y a quelque chose à propos du futur, Pascal, qui est très prévisible et très excitant. Pas très excitant, mais c'est les frais additionnels sur notre facture de sans fil. En tout cas, c'est ce que Rogers et Fido vont faire dans les prochaines semaines. Et cela est assez spécial parce que Rogers et Fido a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient facturer 3$ de plus par mois aux gens qui utilisent le réseau 3G et 2G. Bon, 2G, on ne s'énervera pas, mais 3G, c'est quand même la base des réseaux numériques sans fil. Et Rogers tire la plug sur la 3G à la fin juillet, donc il reste pas beaucoup de mois, mais quand même, on avertit les gens que là, ça coûte cher supporter ces choses-là. Et il y a quand même des téléphones récents, notamment les téléphones intelligents chinois, comme le OnePlus, qui utilisent la 3G des fois et qui sont quand même compatibles avec la 4G, la 5G, la LTE, c'est la 4G. Et ces gens-là reçoivent quand même une facture de 3$ par mois. Ou vont recevoir. On a reçu l'avis qu'ils allaient recevoir cette facture-là. Et c'est un peu étrange. Mais c'est une autre petite chose qui est magique dans le marché du sans-fil avec Rogers et Fido. On dit que c'est pour financer, supporter la maintenance coûteuse des vieux systèmes, des vieux réseaux chez Rogers. Un des problèmes, c'est que certains téléphones, ou en tout cas, il y a des gens qui n'utilisent pas des téléphones 5G. Et il y avait, au niveau de la 4G, au niveau de la LTE, il y avait un protocole qui s'appelle Voice over LTE, VoLTE,
Oui. qui n'est pas supporté par tous les téléphones. Donc, pour faire de l'appel vocal, même si on est sur le réseau numérique pour la partie Internet et la partie numérique, la partie vocale se fait sur les anciens réseaux 3G. Et c'est là où ça achoppe. Et c'est pas la couverture 5G qui est partout au Canada. Donc, il y a des gens qui, dans leur coin, n'ont pas accès aux réseaux plus modernes. Donc, on sent que dans les prochains mois, ça va barder de ce côté-là, parce que si en plus la 3G disparaît, il y a bien des gens qui vont devoir s'acheter un nouveau téléphone, ça va coûter cher, et ça va susciter de la grogne, sans doute. Oui. Je me demande à quel point les opérateurs ne devraient pas tout simplement offrir à ces clients-là un nouveau téléphone, un nouvel appareil, leur dire, écoutez, on ne supporte plus le 3G, on constate que vous utilisez encore le 3G, voici un nouvel appareil, voici une solution, pour $3 par mois. Ils en ont des téléphones qui doivent traîner dans les choses, tarif ou pas. Je voulais parler, je ne sais pas si tu as vu le petit gadget, je ne sais pas si tu es constamment interrompu. Quand on travaille de la maison, ou surtout de la maison, c'est pas trop mal. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux, puis un des trucs qui font que c'est difficile de travailler de façon concentrée, c'est la personne qui ouvre le bureau. « Hey, t'es-tu occupé? Ah, t'es en réunion. T'es-tu sur un appel? Je vois que t'es au téléphone. » Ben oui, t'es sur un appel. Ça peut interrompre beaucoup de gens. Alors, il y a la compagnie qui fait le Flipper, le petit appareil qui permet de faire de la saisie, de la capture de données sur toutes sortes de fréquences, un outil très prisé des bidouilleurs puis des testeurs de sécurité, puisqu'on peut faire plein de choses là-dessus un peu polissonnes. Ils ont lancé le Busy Bar. C'est un truc qui va permettre d'afficher, qui va être contrôlé avec une application ou une application dans son ordinateur, un message qui dit « Je suis occupé pour encore 30 minutes, pour encore 25 minutes ». Les parents qui ont des jeunes enfants, les gens qui travaillent à la maison, les gens qui travaillent dans des bureaux ouverts vont probablement apprécier. Mais là, tu cliques sur le bouton, puis là, c'est Flipper, c'est un truc qui s'est vendu beaucoup, qui a été très populaire. Là, tous les sites techno en parlent, puis là, ça dit « Ah oui, tu cliques sur le bouton « Buy » sur le site, ça t'emmène sur une autre page. Buy, tu cliques sur le bouton sur le site, ça dit « Ah, les ventes vont commencer bientôt ». Et là, tu fais « Ah ben, gadon ». Et là, ce que je comprends, c'est que c'est pour tâter le terrain, tester l'intérêt, ils vont prendre plein de données là-dessus. Ça pourrait être lancé sur Kickstarter en juin, ce que je comprends. Le prix a changé dans les articles parce que j'imagine qu'ils tâtent le terrain avec différents prix, différents trucs comme ça, voire quelque chose comme ça. Et là, ça veut dire que j'ai le feeling, ma prédiction, c'est qu'ils vont dire en juin, livrable en décembre. Les projets Kickstarter en financement social, c'est toujours juste avant la période des fêtes. Et là, mystérieusement, la veille des fêtes, ils vont dire « Oh, finalement, ça va être reporté en juin. » Probablement en avril ou en mars, parce que là, ils tiennent pas compte du Nouvel An chinois. Et là, pouf, ça se retrouve en juin, en juillet. Si tout va bien, les premières commandes, avec plein de gens qui vont dire « Comment ça se fait que je l'ai pas reçu? Ça devait être livré en décembre. » Ah, mais il faut faire confiance. Les entreprises travaillent fort pour livrer à temps. Hey, est-ce qu'on peut arrêter de faire affaire avec la trappe Nigo de Kickstarter? Là, c'est comme argue. Si on parle de donner ces informations personnelles, je trouvais que ta nouvelle était trop gentille. Jusque-là, ça prenait un petit côté grognon. Voilà, non, mais ça m'embête, Kickstarter. Tu sais, c'est un ramassis de projets échoués, retardés, d'escrocs, de toutes sortes de trucs. C'est fantastique. Le concept est fantastique. Mais Kickstarter, en soi, pour moi, ont rien fait depuis pour rembourser les gens en cas de trucs frauduleux, pour aider les gens qui ont créé des projets douteux à un moment donné, il faut arrêter, là, faut mettre un peu d'ordre là-dedans, d'être un rêveur qui récolte plein d'argent puis qui finalement fait « Ah ben, finalement, j'ai mal pensé à mon affaire » puis qui recommence 2 ans après. Merci, bonsoir. Il devrait avoir une police là-dessus. Flipper a livré le Flipper, mais avec du temps, du délai, ainsi de suite. Il y a la montre Pebble, qui eux autres aussi font des trucs, encore une fois, avec des précommandes, et puis je ne comprends pas que ça fonctionne encore. Dans la lignée des toujours très bonnes nouvelles pour cette semaine, on va finir là-dessus. Pascal, je vais te laisser nous parler de ces tarifs des applications qui vont coûter plus cher à cause des fameux droits de douane. Là. Non, écoute, c'est plus simple que ça. J'avais parlé de l'application 25% pour Android, qui était un site web qui permettait c'est ça qui permettait de numériser des applications. Il est tout simplement disponible sur Android. Et puis, si tu voulais une autre petite nouvelle pour terminer, il y a le slogan d'Intel qui a fait fureur en 1991, qui c'était Intel Inside. Et là, tu avais sur ton ordinateur tout neuf le petit collant
qui symbolisait la puissance d'Intel dans ton ordinateur. Moi, je l'avais décollé, je l'avais collé sur une de mes machines à café. Et j'impressionnais beaucoup les gens quand ils voyaient Intel Inside sur ma machine à café. Machine à espresso très de base. C'est ça, mais les gens pensaient vraiment que c'était connecté et tout. Ça m'a fait rire. Et là, il y a le slogan qui reprend vie sous le nom de « That's the power of Intel Inside ». C'est une chanson de Huey Lewis and the News, ça, de notre époque. Exactement ce qui m'est venu en tête. That's the power of Intel Inside. Non, je peux pas le chanter, mais pourquoi pas juste Intel Inside? Je comprends pas. On veut évoquer ces temps révolus, malheureusement. Ouais. Pendant le temps révolu, on va mettre une pause à une tasse de tech pour virer la cassette de bord. Passer sur la phase B de notre balado. On va essayer de pas parler sur l'intro de la musique, la chanson, puis c'est l'enregistrer bien des fois vous aussi. Ça, c'est un souvenir d'une autre époque. Bref, on prend une petite pause, les amis. Cette actualité qui était très chargée cette semaine, et on revient avec nos gadgets de la semaine. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. C'est ce moment de l'émission où je vous présente notre partenaire pour le segment Planet Toaster. On a ajouté un lien à la description si vous voulez vous réapproprier la souveraineté de vos données. Si vous avez un site web, vous avez des données en ligne, ou des choses comme ça, puis vous dites, il me semble que ce serait le fun que ce soit hébergé par quelqu'un d'ici au Québec. Planet Toaster est basé à Laval. Ils offrent des services pas cher, et on a dans la description l'URL vers un forfait spécial UTDT, une tasse de tech, avec eux. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, vous cliquez sur le lien, vous allez chez eux et vous voyez ce qu'ils vous offrent. Et si ça fait votre affaire, vous vous abonnez. C'est pas cher, c'est le fun, c'est fiable. On l'utilise parce qu'elle est moi pour nos propres activités numériques respectives et ça fonctionne plutôt bien. Parce que j'ai pas à me plaindre. Donc, si ça vous intéresse, c'est un moyen de supporter local, la technologie locale et tout le kit qui est quand même pas mauvais non plus. Ce qui nous amène à parler du produit de la semaine de Pascal. Donc, on débattait juste avant de partir l'enregistrement du nom à donner à ça en français. C'est une Phil Light. C'est soit la lumière à fil, et là on ne connaît pas Phil. Donc c'est soit une lumière d'appoint, si on se fie à l'OQLF, qui est un terme qui n'est pas tout à fait celui qu'on utiliserait, je pense, vu l'utilisation qu'on fait de ce produit-là. Mais c'est aussi une lumière de composition. C'est une lumière pour photographes ou pour des gens qui font de la vidéo. Oui, et je trouve ça très, très intéressant parce que ceux qui font beaucoup de conférences, beaucoup d'appels vidéo avec leurs collègues, tu veux bien paraître. Je fais un podcast, Une tasse de tech, un excellent podcast auquel vous devriez vous abonner sur votre plateforme de balado ou sur YouTube aussi. Plus de 1600 abonnés sans aucune promotion ni petite vignette accrocheuse, racoleuse, dégoûtante. Je me suis dit, ça tombe bien, j'ai ici, c'est Phil Light. Et quand on le reçoit, là, ça ressemble à un gros néon. Ceux qui se souviennent des lampes au néon. Mais ça fonctionne avec des DEL. Il y a chacun, dans chaque Phil Light RGB de la compagnie Viltrox, 448 petites lumières d'ailes qu'on peut contrôler. C'est à peu près 1 mètre de long pour ceux qui nous écoutent. Ça ressemble à un gros néon, mais ce n'est pas fragile. C'est vraiment fait en aluminium et en plastique solide. Fait qu'on a vraiment une bonne sensation. Ça peut être manipulé. Il y a un étui de transport qui est offert. On les glisse dedans, on déploie. Il y a des petits, aux deux bouts, 2 extrémités, il y a des petites vis pour les trépieds de photographie ou des supports d'accessoires, donc on peut les fixer. Il y a aussi des petits supports magnétiques qui sont offerts qui permettraient de les coller sur une surface métallique très facilement, un poteau sur un objet, un cadre qu'on veut éclairer. Ces petites lumières-là fonctionnent avec une alimentation USB-C. Il y a 70 minutes d'autonomie. J'imagine que ça dépend de la puissance qu'on utilise. On peut les contrôler avec une application. Alors, à distance, je peux changer l'intensité, la fréquence de changement. Il y a plein d'effets spéciaux qu'on peut utiliser. On peut calibrer très précisément son éclairage. Encore une fois, ceux qui s'intéressent, ceux qui font de la photographie ou de la vidéo peuvent dire, moi, je veux telle température de lumière avec telle couleur. Là, je l'ai utilisé de façon un peu festive en faisant une rotation des couleurs, mais je trouve ça fantastique de voir que je n'ai pas ajusté la balance des blancs de ma webcam. Et donc, on voit distinctement l'effet de la lumière. Je comptais le projeter sur le mur arrière, trouver une belle lumière d'arrière-plan, et ça permet d'avoir un remplissage de sa lumière. Ça fait, oui, c'est ça, j'allais dire, parce que ça crée une profondeur dans l'arrière-plan qui est le fun, plutôt qu'avoir un arrière-plan neutre.
Et dans ce cas-ci, blanc, là, ça fait une dimension, parce qu'en plus, on a dégradé de la couleur jusque d'un côté à l'autre de l'image. Donc, ça rend ça un peu plus Si vivant. j'allume le deuxième, on voit que c'est assez puissant, là. C'est vraiment surprenant pour quelque chose d'aussi léger. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez ici, là, avec une intensité très basse, change complètement. 440 d'elle, il y a le potentiel que ce soit très lumineux, effectivement. Oui, et ça peut faire des effets. Puis je le vois, hein, tu le vois sur YouTube, tu le vois, la plupart des YouTubers, on a un éclairage un peu science-fiction futuriste. C'est très ce dramatique, qu'ils utilisent pour faire ça. Fait que ça sert aussi, on pourrait en photographie là, remplir, quand on parle de fill light, on a une ombre derrière qu'on veut camoufler, on colle ça sur un poteau, on colle ça sur un support, on met ça sur un support, un trépied de photographe et bang, on l'a. Ou on peut tout simplement le tenir, demander à un assistant de le déplacer. Ça ressemble à une épée de lumière. Tu te promènes avec ça dans la rue, là, t'es très cool. Le sabre laser. Boum, pareil, ça fasse le bruit. Zoom, zoom. Mais très, très chouette. Viltrox, c'est une compagnie qui fait des zooms pour les appareils photo, des lentilles pour les appareils photo. Viltrox, c'est le fill light RGB que j'utilise. Encore une fois, contrôlé avec une application très, très chouette à distance. On peut programmer plusieurs tubes, plusieurs fill light comme ça et configurer des pré-réglages pour des scènes. Fait qu'une fois qu'on aime une couleur, une fois qu'on aime un setup, ben on peut dire, ben parfait, tel setup, bam, toutes les lumières vont se calibrer avec la bonne intensité, la bonne couleur. Il va falloir que j'expérimente pour trouver le réglage idéal. Ceux qui ont des expertises là-dedans, n'hésitez pas à me le dire. Mais vous voyez que je trouve que ça donne quelque chose de très, très chouette. Ça vient en paquet 2? Combien ça coûte, ce truc? Écoute, j'avais mis le prix ici, c'est autour, je crois, de 325 $ pour deux. Dans cet ordre de grandeur-là. Et c'est pas tuable, contrairement à des néons ou à des ampoules incandescentes, des LED, ça dure des vingtaines de minutes. Exactement. Donc, pour le restant de vos jours. C'est ça, si on veut se déplacer, faire des photos le jour, si on veut faire des photos le soir, on veut un petit peu de lumière supplémentaire. J'ai appris beaucoup sur la composition des photos avec le système, avec 3 lumières, lumière principale, lumière secondaire, lumière pour remplir à l'arrière, lumière pour cacher les ombres. Là, tu fais « Ah, wow, c'est un métier éclairagiste quand même. » Ah, c'est une spécialisation, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci Pascal. Merci à toi. C'est drôle parce que j'allais donner plus loin dans la description de ma nouveauté de la semaine, du téléphone 9A, le Pixel 9A de Google. J'allais dire que sur son appareil photo, le petit flash Adèle, un peu tout seul dans le milieu de l'endos ici, là, il est vraiment pas très bon. Donc tu vois, toi t'en as 448, moi j'en ai un. Quand on fait de la photo, souvent, surtout quand on n'est pas, parce qu'on n'a pas toujours le goût d'être professionnel, on prend de la photo juste, on est avec des amis, on est dans un sous-sol, peu importe, pouf, et le flash part, et ça donne toujours des résultats affreux. Ben, ça va donner un résultat affreux avec le Pixel 9A aussi, parce que c'est pas sa principale qualité. Mais ça arrive plus loin dans la conversation, parce que ça vient d'arriver, cet appareil-là, il y avait l'embargo. Oui. En fait, il y avait un lancement il y a un mois, il a été reporté parce qu'on avait trouvé un petit problème, on a retiré les appareils et là, on les relance pour vrai cette semaine. Pixel 9A, qui est si vous suivez bien comment Google fonctionne avec sa gamme Pixel, qui est la version réduite ou la version modeste de la gamme Pixel 9 et qui coûte, dans ce cas-ci, 679 $. C'est sa plus grosse caractéristique. C'est le prix du Pixel 8A lancé l'année dernière, mais depuis un an, il s'est passé tellement d'affaires qu'on est surpris que Google a réussi à garder ce prix-là, ce prix de détail-là, parce que tout a augmenté. Et là, il y a des tarifs, puis il y a plein d'affaires qui rendent tout ça très incertain, mais on a réussi quand même à conserver un prix raisonnable pour cet appareil qui, essentiellement, si j'avais le résumé en 3 mots, je dirais c'est Gemini de poche. C'est vraiment une IA, l'IA qui est la particularité que Google pousse le plus en ce moment, c'est d'avoir accès à Gemini Live, la version toujours connectée de son application d'intelligence artificielle, qui remplace en quelque sorte l'assistant Google sur les fonctions toutes les fonctions en principe, mais surtout celles qui sont connectées quand on a des questions qu'il faut aller chercher sur Internet. Et ça présage peut-être d'un virage chez Google, parce que le moteur de recherche, tout d'un coup, devient moins central, disons, à ce qu'on fait. Il faut vraiment aller sur Google pour chercher, et on peut le faire avec Gemini plutôt qu'aller sur Google. Et là, oups! On ne sait pas trop Google s'en va avec ça, mais pour nous, les utilisateurs, ça donne une façon plus facile d'interagir. Gemini Live comprend plutôt bien le français québécois, le franglais, appelez-le comme vous voulez, mais n'est pas toujours très précise dans ses réponses. Donc, l'autre partie du problème, c'est que c'est pas parce que la job de recherche se fait très bien qu'elle est très bien faite. Oh. Fine nuance. Donc, c'est amusant, ludique. J'en ferai pas un outil sérieux et professionnel.
Mais comme vous voyez, si vous nous regardez en vidéo, le téléphone est offert dans des couleurs comme ce rose Pepto-Bismol là qui match pour l'instant avec le rose Pepto-Bismol de ton arrière-plan, Pascal. Oui, je l'ai mis fixe, mon éclairage en ce moment là. On a des couleurs très ludiques, très vives qui ciblent peut-être une clientèle qui n'achèterait pas un appareil avec l'étiquette Pro dessus. Donc, on le veut plus léger. Cela dit, c'est un appareil, écoutez, qui a beaucoup de qualité. Processeur Tensor G4, qui est la plus récente version de processeur chez Google, développé à l'interne, c'est un système sur puce, là, c'est un SoC. Écran de 6,3 pouces, de belle luminosité, 2700 nits, qui est quand même une belle luminosité. En plein soleil, vous allez bien voir ce qui est sur l'écran, donc ça, c'est cool. Et pour le prix de base, c'est 128 gigaoctets de stockage. L'autre particularité, au-delà du fait qu'on peut utiliser Gemini Live, c'est évidemment la caméra, qui est toujours l'autre gros truc sur ces téléphones-là. Et là, ce que Google a fait, c'est quand même un petit peu surprenant, c'est qu'ils ont une caméra à 2 objectifs, mais il n'y a pas de bosse. On a réussi à le rendre enlever la bobosse. À peu près aussi lisse que le reste de l'endos du téléphone. Donc, ça ne fait pas cette espèce de... Parce que sur les autres pixels, c'est une grosse barre de caméra là, qui est quand même assez protubérante. Là, on rend ça à peu près égal avec le reste du boîtier. Donc, on a quand même réussi une petite prouesse technique-là qu'on réussissait très bien à faire dans le passé. Mais là, on est rendu à une époque où les caméras sur les téléphones sortent de l'appareil de façon assez grotesque. Ben là, on n'a pas ça là-dessus. Ça, c'est un plus. Le capteur fait 48 mégapixels, capteur de base. Le premier objectif, c'est un objectif grand angle. Il y a un très grand angle aussi qui, lui, fait 13 mégapixels de captation de résolution numérique. Donc, ça, c'est un peu moins bon. Sinon, vous pouvez, à l'inverse, pour faire du zoom, parce que c'est souvent ça qu'on veut faire avec notre appareil pour aller chercher l'affaire qui est un peu plus loin, on peut faire un zoom combiné numérique 8x, ce que Google appelle son Super Res High Zoom, quelque chose comme ça. Il y a comme un nom marketing très buzzé, mais concrètement, c'est un zoom numérique amélioré par les outils, les algorithmes de Google. Et il y a un mode macro aussi où on peut arriver très près d'un objet et aller le capter comme si on était comme avec un appareil macro. Donc, on était littéralement collé dessus à quelques millimètres. Je pense que c'est 2 centimètres. C'est super le fun, mais malheureusement, dans les deux cas, là, les deux extrêmes, super macro et super zoom, clairement, on sent qu'on en a les mains un téléphone bon marché et c'est vraiment la limite de l'appareil qu'on atteint rendu là. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on aurait aimé ça avoir un appareil quand même à ce prix-là qui fait de la belle photo. Il fait de la belle photo en général, mais c'est sûr que si vous voulez des trucs plus pointus, ben ça prend un meilleur appareil, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour le quotidien, ça va faire la job, il n'y a aucun doute. Et ça vient avec une batterie quand même de 5100 mAh qui va vous donner, et ça c'est la partie du fun, vous donner facilement plus qu'une journée d'utilisation. Sauf si vous évidemment passez 18 heures sur TikTok, ça va tuer la batterie, là, mais sinon, une utilisation normale va vous amener bien au-delà d'une journée d'utilisation. Ce qui est pas si mal avec Android 15 et avec les téléphones Android plus récents, c'est que même le mode veille est quand même optimisé. À une autre époque, le mode veille tuait la batterie quand même assez vite. Là, on est bon pour 2-3 jours sans avoir à le charger puis avoir quand même un bon restant de batterie. Qui est presque aussi bon que l'iPhone. C'est un peu banal à dire, mais l'iPhone, ça, c'est une de ses qualités. Il reste en veille hyper longtemps. C'était assez magique. Petit détail à propos de cet appareil-là, c'est un écran OLED, mais j'ai pas trouvé le mode Always On, là, à moins que je l'ai mal configuré. Donc, c'est peut-être quelque chose à surveiller si vous aimez pouvoir voir d'un coup d'œil vite sur l'écran sans l'allumer. Là, il est quelle heure? Ou est-ce que vous avez reçu un courriel? Des choses comme ça. J'ai pas trouvé. À suivre, n'est-ce pas? Mais pour le prix, sinon, il y a un créneau, on en a parlé depuis quelques semaines, des téléphones entre 5 et 700 $. Il y a quand même un marché, tout d'un coup, qui est très intéressant. Samsung en a un. Google, il y a OnePlus, une version de son OnePlus 13. L'iPhone 16e, qui est un petit peu plus cher, mais qui est quand même une version tout à fait correcte du iPhone 16. Donc, en ce moment, si vous trouvez que tout coûte cher, moi, je vais vous dire, payez moins. Parce que c'est le titre de mon livre, mais aussi parce que c'est une façon là de payer moins cher pour son téléphone, parce que dans les forfaits des fournisseurs, souvent ces téléphones-là, qui sont un peu la version de base des téléphones les plus haut de gamme, sont offerts à 0$ moyennant un forfait sur un certain temps. Et si vous dites que tout coûte plus cher, c'est peut-être une façon de payer moins cher. C'est certainement une façon d'offrir un téléphone moins cher à un jeune ado qui veut son téléphone absolument, puis vous dites, je sais pas, il pourrait y acheter le plus récent téléphone dernier cri de la compagnie le Google, ou parce que le Google le 9 est bien et tout ça, mais ben là, à moitié prix comme ça, moins de 1000$ par plusieurs centaines de dollars, c'est une belle première expérience sans aucun doute. Donc voilà, Google Pixel 9a, $679, pensez-y.
Du bon et du moins Ceux bon. ceux qui ont encore le téléphone 3G à la maison, ça peut être un gros upgrade. Ouais, Une bon grosse point, mise à jour. effectivement. T'as Ici, entièrement raison. on remercie nos partenaires pour le podcast, TELUS Plan Hub, Cogeco Média qui assure la diffusion, la mise en onde du podcast partout dans l'univers où il y a des podcasts. Alain McKenna, merci d'être là. On peut te lire dans la presse, on peut te lire un peu partout, on peut te lire dans l'excellent livre Payer moins avec un signe de dollar en guise de S. Et vous pouvez venir me voir au Salon du Livre s'il n'est pas trop tard, vendredi le 11 avril en après-midi, au kiosque d'édition La Presse. Vous pouvez me suivre sur pascalforget.com. N'hésitez pas sur Reddit, entre autres, j'y rôde beaucoup, et sur Blue Sky, qui est tellement relax par rapport à Twitter. Oui, bon point. Si vous avez des questions, des commentaires, venez nous écrire. Blue Sky, c'est un bon moyen de nous rejoindre, effectivement. Entre-temps, prenez soin de vous. Nous, on prend une pause. On se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.